Voici donc la deuxième partie de la vidéo qui va parler donc de la chimie organique. Je vous rappelle que ce qui avait été dit auparavant, donc j'avais fait une comparaison chimie minérale, chimie organique, et qu'il y avait des points communs. Les points communs, c'est qu'on étudiait tous les deux les propriétés, les fonctions, euh, les réactions chimiques, les structures, tralali, tralala, leur composition. euh, voilà, il y a une similarité euh, dans les deux cas de figure, si ce n'est qu'il y en a un, il va donner 40 000 éléments, alors que l'autre, il va en donner des millions, voire, si pas, voire des milliards d'éléments. Euh, alors je vous rappelle qu'il y a plus d'éléments en chimie minérale que dans chimie organique. Chimie organique, vous avez le carbone, l'hydrogène, l'azote, oxygène, principalement. On peut retrouver du soufre et du phosphore, bien sûr, on peut retrouver bon, euh, des, 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 des atomes métalliques, pourquoi pas, on peut retrouver des atomes métalliques, mais c'est déjà un peu plus rare, mais on peut retrouver aussi donc, des halogènes tels que le chlore, l'iode, etc. Donc il y a très peu d'éléments en chimie organique, mais ça en donne des millions si vous voulez. Et c'était la chimie, si vous voulez, des êtres vivants, et que certains disaient auparavant, dans les années 1600, au XVIIe siècle, que c'était, on ne savait pas, c'était la chimie de la matière vitale. Par contre, dès 1822, il y a eu la première synthèse du vinaigre, et puis s'en est suivi avec Waller qui a fait la synthèse de l'urée qui provient des reins. Ben, généralement, on allait rechercher ça dans les égouts, hein, parce que les gens faisaient les toilettes et ils allaient aux égouts, apparemment, tout allait à l'égout, et ils allaient rechercher, bon, extraire l'urée des égouts. Mais après, il y en a un qui a réussi à synthétiser, c'est Waller, l'urée. Alors, je vais revenir. Donc, il y a une partie qui a été vue dans une première partie. Ici, c'est une seconde partie, hein. Je vais me baser sur le site Wikipédia. La première définition de la chimie organique par Nicolas Emery dans son cours de chimie publié en 1690, ça c'est 17e siècle, était due à la conception erronée selon laquelle les composés organiques seraient les seuls entrant en jeu dans les processus du vivant. Ce qui était faux, parce que justement, ça c'était la conception du, 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 euh, de la matière vitale. C'était la matière vitale. Or, cette théorie-là est tombée à l'eau justement avec Waller, cette théorie de la matière vitale. Voilà, je vais vous lire ceci. En historique, la chimie... je m'excuse. Je m'excuse. La chimie organique s'oppose par ailleurs à la chimie inorganique, la chimie minérale ou générale, laquelle s'occupe de l'étude des substances issues du monde minéral, la terre, l'eau et l'atmosphère. Cette séparation tient au fait que jusqu'au début du 19e siècle, les chimistes pensaient généralement que les composés des organismes vivants étaient trop complexes de par leur structure et que l'homme ne pouvait les synthétiser car leur formation avait nécessité l'intervention d'une force vitale. Voilà. C'est la théorie du vitalisme. Théorie du vitalisme. Et donc, vous avez bien vu ce qu'il est marqué là. Ils pensaient que l'homme ne pouvait les synthétiser car leur formation avait nécessité l'intervention d'une force vitale. Voilà. Ces composés étaient également particuliers du fait qu'ils pouvaient se reproduire. Ils s'appelèrent des composés organiques et continuèrent à les ignorer. L'essor de la chimie organique commença lorsque les chimistes découvrirent que ces composés pouvaient être abordés de façon similaire aux composés inorganiques et pouvaient être recréés en laboratoire, sans avoir recours à la force vitale. Aux alentours de 1816, Eugène Chevreul commença une étude des savons à partir de différents corps gras et alcalis. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont été dire 1816, puisque, ouais,
Ça dépend qui on met en avant, hein, pour mettre pas beaucoup de gens en avant. Bon, ici, ils ont mis Eugène Chevreul. Bah, on pourrait mettre Kolb, Waller. Waller, c'est 1828. Mais véritablement, c'est 1828. Parce que bon, c'est bien de mettre l'historique, mettre ses références, c'est très bien. Bon, parce que si on commence comme ça, à ce moment-là, bon, on peut se dire que beaucoup de gens ont voulu faire de la chimie organique en chipotant sur des corps, hein. Bon, faut arrêter un petit peu, faut rester un petit peu sérieux. Il sépara les différents acides qui, en combinaison avec les alcalis, produisaient le savon. Ainsi, il démontra qu'il était possible de changer chimiquement les graisses afin de produire de nouveaux composés sans l'aide d'une force vitale. Bon. En 1828, Frédéric Kohler fut le premier à produire l'urée. Bon, un constituant de l'urine qui est une modification organique. Donc, bon, pour moi, à mon avis, c'est Waller. Bon, on peut dire, avant ça, il y avait Kolb en 1822. Et là, tout après la naissance, on va dire, bon, pour ne pas faire voilà, de 1800, 1800, pour ne pas faire voilà, de discrimination d'un savant par rapport à un autre, ben, on va dire 1800, est apparue la chimie organique. Enfin, l'apparition de la chimie organique dans le sens où on pouvait synthétiser les molécules organiques, parce que la chimie organique était déjà connue auparavant. On savait bien qu'il y avait la force du vital, la force, ça on savait, mais on ne savait pas synthétiser. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait, la force vitale, c'est ce qu'il ne savait pas synthétiser. Alors Frédéric Kohler fut le premier à produire l'urée, un constituant de l'urine, qui est une molécule organique à partir du cyanate d'ammonium. Ça, je vous l'ai lu précédemment, dans la vidéo précédente. Et le cyanate d'ammonium, c'est le NH4 OCN. Alors, vous voyez le composant CN. CN. CN qui est du cyanure. NH4 qui est de l'ammonium. Voilà. Et on a un composant O avec voilà, CnNH4, ben c'est donc en appellation en hâte. Quand je verrai les éthers, j'expliquerai ça. Pourquoi le cyanate d'ammonium quand je verrai les éthers. Bon, qui est un réactif inorganique. Cette réaction fut ensuite appelée la synthèse de Waller. Il fut très prudent et ne déclara pas, ni à ce moment ni plus tard, la fin de la théorie de la force vitale, mais ceci est maintenant considéré comme le tournant historique. Voilà, je vous l'ai dit. Donc, auparavant, on a beau faire des chipotages, bon, c'était pas eux qui étaient considérés. J'aurais pu dire Kolb, mais ça vient plutôt de, voilà, de Waller, hein. Donc, toute personne auparavant, bon, c'est un petit peu, on peut aller rechercher n'importe qui a fait des chipotages sur les savons, sur un peu n'importe quoi. Mais voilà, tout le monde a fait beaucoup de chipotages, hein. Beaucoup de gens ont fait des chipotages auparavant. Mais ils n'étaient pas les précurseurs, loin de là. Le précurseur, c'est celui-là qui a vraiment... voilà, et d'ailleurs, j'ai tiré l'attention parce que je vous ai expliqué, un petit bouquin. Voilà, un petit bouquin qui parle de Waller. Enfin, c'est une bande dessinée, je vous l'ai dit. Et donc, dans la BD, en fait, qu'est-ce qui montre? Bon, c'est un BD que j'ai en possession, avec le laboratoire de Waller, Friedrich Waller. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une personne qui est à côté, qui est en train de sentir le produit, l'éprouvette, il a une éprouvette en main. Ça, c'est pas Waller, hein. Waller, par contre, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit à la personne qui est en train de sentir, je t'assure que c'est de l'urée. Et il lui dit, parole de Friedrich Waller. Donc pour lui, il est fier d'avoir synthétisé, je veux dire, l'urée, qui est en fait fabriquée par les reins. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il dit, qui était en train de sentir l'éprouvette? Mais l'urée est une substance organique. C'est impossible.
Parce qu'il y avait la théorie voilà, de la force vitale qui pensait que bon, il ne savait pas synthétiser tout ce qui était organique. Et qu'est-ce qu'il lui dit répond Wöhler. Il lui dit rien de plus facile en réchauffant du cyanate d'ammonium, bien sûr, qui était voilà, du cyanure avec cyanure, contient du cyanure, en tout cas CN, cyanure, O, oxygène et de l'ammonium, donc du cyanate d'ammonium. Donc il a juste fait chauffer du cyanate d'ammonium et à ce moment-là il a obtenu ce qu'on appelle des cristaux d'urée, Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il répond par après le dessin après. Il dit lorsque j'ai mis Berzelius au courant, il a cru que je me moquais de lui et il s'est fâché tout rouge. Puis il a refait l'expérience et a été convaincu. Nous sommes capables de transformer à volonté une substance inorganique en substance organique. Et donc là, qu'est-ce qui a été démonté? Ben, c'est la théorie de la force vitale. La théorie de la force vitale a été démontée à ce moment-là. Donc c'est à lui qu'on lui doit, voilà, ça a été, je veux dire, quelque chose, bon, de très... il a cassé ce que l'histoire pensait, ce que les êtres humains dans l'histoire pensaient. La force vitale, qu'on ne pouvait pas synthétiser tout ce qui venait, voilà, tout ce qui était organique, on ne pouvait pas... D'ailleurs, le monsieur qui sentait l'urée disait, bon, c'est impossible ce que tu racontes. C'est impossible. Et le gars avait réussi, et pourtant il l'avait réussi de manière très simple. Voilà, et à partir de là, bon, on comprend que tout est possible. Et si tout est possible, on peut tout essayer. Et ceci est maintenant considéré comme le tournant historique. Voilà, donc c'est bien Wöhler. C'est la réaction de Wöhler qui fait qu'on a la possibilité de faire des synthèses en chimie organique. De 1850 à 1865, le chimiste français Marcellin Berthelot, 1827-1907, professeur au Collège de France, se consacre à la synthèse organique et reconstitue le méthane. Bon, le méthane, c'est plutôt Volta, hein. Volta normalement. Donc, je ne crois pas que ce soit lui. C'est Volta. Alessandro Volta. Il découvre et isole... Voilà, c'est Volta, il me semble bien. Le méthane est un composé chimique de formule chimique CH4 découvert isolé par Alessandro Volta entre 1676 et 1678. C'est l'hydrocarbure le plus simple, le premier terme. Je ne sais pas pourquoi ils disent que c'est... Bon, là, au niveau historique, bon, je peux pas confirmer ou infirmer quoi que ce soit au niveau historique parce que bon, l'histoire, c'est pas moi qui... Je suis pas historien de fait, donc moi je lis ce qui vient à l'esprit des lecteurs. Bon, moi je suis un lecteur, tout comme un lecteur... bon, et on avance toutes sortes de choses dans le... Bon, le tout, c'est de pouvoir prouver tout ça, parce que c'est vrai qu'il suffit pas de dire, bon, c'est un tel, un tel, un tel. Bon... Bon, il reconstitue le méthane. Mais le méthane a été... Oui, c'est ça. Lui, il l'a isolé. Il a découvert et isolé le méthane. Il a isolé, découvert le méthane, Volta. Il a découvert et isolé. Par contre, l'autre, il a reconstitué le méthane. Ouais, il me semble bien qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Là, il reconstitue le méthane. Donc, il a bien fait la chimie organique. Il recrée le méthane. Donc, ça va, c'est bon. Donc, Marcellin Berthelot, en 1827, 1907, professeur au Collège de France, se consacre à la synthèse organique et reconstitue le méthane, le méthanol, l'éthine et le benzène à partir de leurs éléments. Il expose cette théorie dans son livre La chimie organique fondée sur la synthèse. Voilà, donc il a su reconstituer, il a su refaire du méthane, il a su refaire du méthanol, il a su refaire du méthine et du benzène. Un autre grand pas fut franchi en 1856
lorsque William Henry Perkin, alors qu'il cherchait à produire la quinine, synthétisa de manière accidentelle la teinture organique maintenant appelée mauvéine. Colorant industriel synthétique. Bon, alors qu'il a voulu fabriquer la quinine. Ces découvertes rapporta beaucoup d'argent et augmenta l'intérêt pour la chimie organique. Une autre étape fut la préparation en laboratoire du DTT, c'est du... je sais plus c'était quoi. C'est de... C'est un insecticide, c'est ça. C'est un insecticide. C'est un insecticide DTT. Voilà, c'est du dichloro-diphényl trichloroéthane. On a trois éthanes. Je m'excuse, 3 chlores. On a 3 chlores, vous les voyez 3 chlores. 3 chlores montés, si vous voulez, sur une structure à 2 carbones. C'est une structure à 2 carbones montée sur 3 chlores. Bon, je vais vous montrer ça. Donc, on a un carbone ici, un carbone, ouais, c'est ça. Ouais. Chlore. Voilà, comme ceci. Enfin, carbone. Et là, on a les 3 chlores. Cl. Là, il est très travaillant. Par contre, là, il faut mettre CH. Là, bien sûr, vous avez la structure qui est là-bas en plus. Et ça, c'est du trichloroéthane. Parce qu'il y a 2 chlores. On a 3 chlores. Et 2 carbones. On a de l'éthane ici. L'éthane, c'est 2 carbones. 2 carbones, ça donne l'éthane. Par contre, on a 3 chlores. C'est 2 trichloroéthane. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aller voir le composant. Ça, c'est le trichloroéthane. Et puis, il y a encore du dichloro. Dichloro, on a 2 chlores. Montés sur des phényls. Mais les phényls, il y en a 2. Donc, on aura du diphényl, diphényl, trichloroéthane. Voilà, et ça, c'est le DTT. Diphényl, trichloroéthane. DTT, qui est un insecticide. C'est un insecticide. Une autre étape fut la préparation en laboratoire du DTT par Ottmar Zedler. Je vous rappelle que les Allemands, ils étaient très forts, très forts en chimie organique. C'est incroyable. Bon, la Belgique fut aussi très forte en chimie, dans les années 1800. 1900. Fin 1800, début 1900. C'était terrible, bon, les avancées, les prouesses, je veux dire, chimiques qu'ils avaient à ces époques-là. C'est pas comme maintenant où toutes les semaines il y avait des réunions. Je peux vous montrer ça, il n'y a pas de problème. Il y avait des réunions chaque semaine concernant les différentes sociétés. Ils se mettaient et ils écrivaient, ils faisaient des bulletins, des avancées technologiques au niveau chimie, au niveau de la progression de la chimie. Je crois que c'était chaque vendredi, je ne me rappelle plus. Chaque vendredi dans les années 1900, il y avait des bulletins qui sortaient comme ça au travers de réunions. Et ils élaboraient les avancées qu'il y avait. Et c'était comme ça toutes les semaines. Et à chaque semaine, il y avait des avancées.
Et c'était pas que les industries, c'était aussi les universités, hein. Donc il y avait une culture, si vous voulez, une culture de fête. C'est-à-dire ils voulaient absolument avancer dans leur connaissance, et leur trouvaille. Bon, ceci étant dit, une avancée cruciale pour la chimie organique fut le développement du concept de structure chimique, de manière indépendante et simultanée par Frédéric Auguste Kékulé. Ah, Kékulé. Kékulé, c'est le monsieur qui a trouvé la chimie des aromatiques, le benzène. C'est lui qui a tout donné, toutes les caractéristiques. Pourquoi la molécule était de type hexagonal et pourquoi il y avait des doubles liaisons. Ça, c'est Kékulé qui a dit ça. Et Archibald Scott Cooper en 1858. Les deux hommes suggérèrent que les atomes de carbone tétravalents pouvaient se lier les uns aux autres afin de former un squelette carboné. Voilà, et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont compris que, que le carbone pouvait se lier. Et par liaison, on pouvait agrandir la chaîne. Donc on avait, si vous voulez, une chaîne qui pouvait être infinie, si vous voulez. En gros, la chaîne pouvait être mise. Ils comprenaient que c'était des atomes de carbone qui pouvaient se mettre les uns à la suite des autres. Mais bien sûr, il a compris qu'il y avait des chaînes illimitées, ouvertes, avec des ramifications. Ça, ils ont fini par le comprendre. Mais ils ont fini par comprendre aussi, surtout Kékulé, qu'il y avait aussi des squelettes fermés. Il y avait les chaînes ouvertes et chaînes fermées. Et quand dans la chaîne fermée, il pouvait y avoir des hexagones, des pentagones, de ce que vous voulez. Et quand dans les chaînes ouvertes, ça pouvait s'ouvrir comme vous voulez. C'était immense. Hein, voilà. Rien que les polymères font comprendre que rien qu'avec un motif, vous pouvez copier le motif à l'infini. Et donc comprendre ça, c'est comprendre beaucoup de choses. C'est comprendre qu'on peut avoir beaucoup de composants, de substituants. Enfin, de composants. Donc, les deux hommes suggèrent que les atomes de carbone tétravalents pouvaient se lier les uns aux autres afin de former un squelette carboné et que les détails des liaisons entre les atomes pouvaient être découverts par une interprétation de certaines réactions chimiques. Donc, quelque part, bon, le mystère commençait à être percé. C'est ça que ça veut dire. Le développement de la chimie organique continua avec la découverte des hydrocarbures et de la séparation par distillation fractionnée en composés chimiques de points d'ébullition différents. Bon, ça donne le four de cracking hein, qu'on utilise pour obtenir des fuels lourds, des fuels légers, voilà, de l'essence, voilà, etc. On a différents types dans la tour de cracking, mais en fonction des températures, des points d'ébullition, donc des températures d'ébullition, mais on pouvait obtenir différents composés, tels que par exemple, tout au-dessus de la tour de cracking, il y avait par exemple des gaz. On obtenait par exemple le méthane, l'éthane, le butane, propane, dont une partie, bien sûr, de ces une partie liquéfiée pouvait servir comme combustible. Alors si on prenait par exemple dans la tour de cracking à 60 degrés, on obtenait des éthers de pétrole, tels que naphte, utilisés comme solvant et dégraissant. À une température entre 105 et 200 degrés, on obtenait, bien sûr, au niveau de la tour, des essences légères pour l'aviation, des essences lourdes pour les moteurs d'auto. À environ 250 degrés, c'était un étage plus bas. Plus c'était lourd, plus c'était bas. C'est en fonction de la lourdeur de la tour de cracking. Si vous étiez à 280, on obtenait le kérosène. Donc, donnant les carburateurs pour moteur à réaction, le white spirit, dissolvant de peinture, et le pétrole lampant.
température d'environ 360 degrés, on obtenait voilà, gazole, carburant pour moteur, diesel et chauffage. Et tout en dessous, on récupérait les fractions lourdes, fuel ou mazout. Bien sûr, utilisé comme combustible industriel pour les moteurs diesel marins. Donc c'est une tour fractionnée. Les tours fractionnées de distillation qu'est-ce qui permet un fractionnement? Mais justement, c'est les températures de distillation. Si vous avez un mélange, comment décomposer ce mélange? Justement, par leur température d'ébullition. Hein. Voilà, et si vous faites une tour de fractionnement, vous récupérez à chaque fraction de la tour le composant adéquat. Par exemple, si vous avez deux substituants, il y en a un qui a une température. Vous avez une température. Voilà, il y a deux substituants, A, B. Il y en a une température d'ébullition de 60 degrés. Oui, je vous rappelle que les températures d'ébullition des alcanes, elles sont négatives. Hein. Il y en a même qui atteignent moins 161 degrés. Par exemple, si je prends le méthane, c'est moins 162 degrés. Hein. Bon, c'est des températures très négatives. Bon, là-bas, c'est de la cryogénie, c'est des appareils spéciaux qu'il faut. C'est un petit peu spécial, c'est des températures très négatives. Bon, alors je vous rappelle que la température d'ébullition, c'est la température qu'il faut passer de liquide à gaz. Hein. De liquide à gaz. Si vous avez deux substituants, l'un a une température d'ébullition à 60 et l'autre a une température d'ébullition à 80 degrés, pour les séparer, une fois que vous avez 60 degrés, il y en a un qui va devenir gaz. Et puis vous le faites circuler dans un tuyau, et à l'aide d'un réfrigérant, vous récupérez le liquide. Donc là, bien sûr, il faut chauffer. Vous chauffez, vous apportez l'énergie, voilà, vous faites passer à une température de 60 degrés. 60 degrés, qu'est-ce qui va devenir gazeux? C'est A. Et donc le A va devenir gazeux, tout va passer de l'autre côté. Puis là, vous refroidissez, vous récupérez le A. Voilà. Donc ce qui veut dire, si vous avez tout récupéré le A, bien sûr, il vous restera du B à gauche et du A à droite. C'est une méthode de séparation. C'est une méthode de séparation. Et la tour de distillation permet de faire ça, bien sûr, en entrant, bien sûr, à la base du pétrole brut. Et à chaque étage, on a des températures. Les fractions les plus lourdes sont de plus en plus vers le bas. Voilà, les fractions les plus légères sont de plus en plus vers le haut. Et donc, en fonction des températures d'ébullition, on récupère un produit. Alors, le développement de la chimie organique continue avec la découverte des hydrocarbures et de leur séparation par distillation fractionnée en composés chimiques de points d'ébullition différents. La transformation des différents composants du pétrole grâce à des procédés chimiques de plus en plus nombreux engendra l'industrie pétrochimique dont dérive la synthèse du caoutchouc, de plusieurs adhésifs organiques et des plastiques. L'industrie pharmaceutique débuta pendant la dernière décennie du 19e siècle lorsque la production d'acide acétylsalicylique, qui est l'aspirine, plus connue sous le nom d'aspirine, voilà, commença en Allemagne par Bayer. Bon, je vous dis, les Allemands ils étaient très forts en chimie organique et ça depuis très longtemps. C'était des pionniers au niveau de découverte de la chimie organique. La première tentative d'amélioration systématique d'un médicament eut lieu avec le développement de l'arsphénamine, salvarsan, de nombreux dérivés d'une molécule active mais très toxique à toxyle qu'on qualifierait maintenant de lead compound, furent synthétisés et testés par Paul Ehrlich et son équipe. À l'issue de cette optimisation, un drug design embryonnaire, le composant présentant le meilleur rapport efficacité-toxicité fut sélectionné pour la production. Les premières réactions organiques furent souvent le résultat de découvertes fortuites, ils l'ont pas fait exprès en fait,
Mais à partir de la seconde moitié du 19e siècle, l'étude systématique des composés organiques se développa. Au début du 20e siècle, les progrès en chimie organique permirent la synthèse de molécules complexes en suivant un protocole par étapes. Au même moment, on découvrit que les polymères et les enzymes étaient des molécules organiques de grande taille et que le pétrole était d'origine biologique. Le processus permettant de synthétiser une molécule précise à partir de précurseurs simples, le plus souvent commerciaux, est appelé synthèse totale. La synthèse totale de composés naturels complexes, initiée avec la préparation du lait, gagna en complexité avec le glucose et le terpinéol, et en 1907, la synthèse totale fut utilisée dans un but commercial pour la première fois par Gustave Compa avec le camphre. Les avancées dans le domaine pharmaceutique ont été conséquentes. Voilà. Il devint possible de synthétiser des hormones humaines complexes, stéroïdes, insuline, et d'en obtenir des dérivés. Depuis le début du XXe siècle, la puissance de la synthèse totale n'a cessé d'augmenter, rendant possible la préparation de molécules aussi complexes que la vitamine B12. De nos jours, les composés synthétisés peuvent comporter des dizaines de centres stéréogènes, dont la stéréochimie peut être contrôlée grâce à la synthèse asymétrique. Actuellement, plus de 45 millions de composés sont disponibles, sont obtenus par voie synthétique et par lesquels rares sont les produits que l'on trouve dans la nature. La chimie organique se définit maintenant simplement par l'étude des composés à base de carbone, autres que les oxydes de carbone, les cyanures, les carbonates et les carbures, autres que les hydrocarbures. On appelle également la chimie du carbone la chimie du carbone. Alors, je vous rappelle quelque chose. Si vous prenez les hydrocarbures, il y a ce qu'on appelle des isomères de structure. Eh bien, si je prends certains hydrocarbures assez bas, comme un nombre de carbone assez bas, je ne suis pas obligé de monter à 20, 30, 40, 50, 60, eh bien, les isomères peuvent monter à, voilà, à des milliers. Des milliers. Voilà. Et alors bon, ça pourrait monter à des millions d'isomères. Mais vous sachez que si je parlerais de millions d'isomères, ben, tous n'existent pas. Hein. C'est pas parce que, je veux dire, vous trouvez un isomère de structure que celui-ci existe. Hein. Certains peuvent être créés par synthèse, d'autres n'existent pas, tout simplement. D'autres, bon, vous allez attribuer un nom à l'isomère, mais il n'existe pas. Donc si on devait tout, bien sûr, faire exister tous les isomères possibles de tous les hydrocarbures, on en aurait pour des milliards. Hein. Des milliards. Mais c'est pas le cas. Parce que, je veux dire, il y a des isomères qui n'existent pas. Voilà. On sait les créer manuellement en écrivant la structure chimique. La structure chimique, on peut l'écrire, mais elle n'existe pas. La raison pour laquelle il existe autant de composés carbonés est la capacité du carbone de former des liaisons covalentes avec lui-même, et donc de former de nombreuses chaînes de différentes longueurs ainsi que des cycles de différentes tailles. En fait, ils vont s'imbriquer les uns aux autres. Les carbones s'imbriquent. C'est une imbrication qu'on peut faire en continu. On peut imbriquer, 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 imbriquer. Tant qu'on s'est imbriqué, on s'est imbriqué. Parce que la liaison covalente permet l'imbrication. Elle permet les coupures et les imbrications. La plupart des composés organiques sont fort sensibles à la température et se décomposent généralement au-dessus de 200 degrés. Ils ont tendance à être peu solubles dans l'eau. Oui, quand ils disent peu soluble, il faut savoir à quelle pression. Généralement, quand ils parlent c'est peu soluble dans l'eau à 1013 hectopascal, c'est-à-dire 120 325 pascal, et à 25 degrés Celsius. Donc, conditions CMTP, ils sont peu solubles. Alors certains sont complètement insolubles. Hein. Les hydrocarbures, bon, beaucoup sont insolubles. Et il y en a qui sont très très peu solubles. Contrairement aux alcools. Les alcools sont plus solubles euh, que les alcanes, mais les acides, par comparaison en même nombre de carbone, hein, voilà,
les acides provenant de leurs alcools sont beaucoup plus solubles que comment on appelle ça, que les alcools. Donc les acides provenant par rapport provenant de certains alcools sont plus solubles que leur parrainé alcool. Et que en même nombre de carbone, les alcools sont plus solubles que les alcanes. Et on peut faire faire des études de ça et voir pourquoi. Parce qu'en fait, les alcools, déjà les acides, ils ont un groupement COOH. Et ce groupement COH, il est hydrophile. Alors que les carbones, la succession de carbone sont hydrophobes. Et plus vous avez des carbones, plus ils seront hydrophobes. Donc une plus grande chaîne carbonée est plus hydrophobe qu'une plus petite chaîne carbonée. Par contre, le groupement dans l'acide COH, il est quand même hydrophile. Voilà. Et ça va jouer sur la voilà. En plus de ça, il y a des ponts H. Il y a des ponts H qui se créent. Et donc, au niveau, on peut avoir des ponts H au niveau alcool, mais au niveau acide aussi. Et ces fameux ponts H, il faut les casser. Je vous rappelle que les ponts H, ce sont des liaisons intermoléculaires. Ce sont des liaisons, c'est pas des liaisons covalentes qui lient les atomes entre eux. Hein. La liaison, voilà, ce sont des liaisons qui sont externes à la molécule. Voilà, c'est deux molécules qui se lient entre elles, donc c'est des liaisons moléculaires. Ce sont des liaisons, on va dire, par pont H, voilà, dues aux charges que possède par exemple l'hydrogène, qui est delta plus, et la charge que possède par exemple l'oxygène, qui est delta moins. Et donc là, on comprend qu'il y aura des ponts H qui vont s'établir. Et donc fatalement, il faudra casser ces ponts H. Et plus il y aura de ponts H, et plus bon, ce sera difficile à casser. Donc la température d'ébullition dépendra de ces fameux ponts H. Plus il y a des ponts H, et plus la température d'ébullition est un peu plus grande. Un peu plus grande. Alors, en revanche, et à l'inverse de tels sels, ils ont tendance à être solubles dans les solvants organiques, tels que l'éther diéthylique ou l'éthanol. Donc, je disais, je ne sais plus ce que j'étais. Donc, la raison pour laquelle il existe autant de composés carbonés est la capacité du carbone de former des liaisons covalentes avec lui-même et donc de former de nombreuses chaînes de différentes longueurs ainsi que des cycles de différentes tailles. La plupart des composés organiques sont fort sensibles à la température et se décomposent généralement au-dessus de 200 degrés. Ils ont tendance à être peu solubles, oui, ça je l'ai dit, dans l'eau, en tout cas moins solubles que les sels inorganiques. Bon, c'est vrai qu'il parlait de l'eau, hein. Il parlait voilà, le solvant c'était l'eau. Par contre, ils vous disent que, en revanche, et à l'inverse, de tels sels, ils ont tendance à être solubles dans les solvants organiques tels que l'éther diéthylique ou l'éthanol. Bon, ça, ils vous parlent des sels. Ils vous parlent des sels ici. Ils vous parlent des sels. Voilà, ils parlent des sels. Euh, dans les solvants organiques, les sels sont, à dire, solubles dans des solvants tels que de l'alcool, qu'est l'éthanol ou l'éther diéthylique. D'une manière générale, on peut retenir que les semblables, molécules plus ou moins polaires, protiques, dissolvent les semblables. Les composés organiques sont constitués d'atomes de carbone et d'hydrogène. La structure peut posséder d'autres atomes. Dans un souci de simplification, les chimistes ont pris l'habitude de représenter les molécules qu'ils manipulent
sans faire figurer les atomes de carbone et d'hydrogène. Cette représentation est appelée formule topologique. On ne voit pas les carbones. Voilà, c'est Kekulé. Friedrich Kekulé, qui est un Allemand, chimiste organicien. Une formule topologique fait abstraction de la représentation des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc on ne voit pas normalement les carbones et les hydrogènes. Donc on a une représentation squelettique, si vous voulez. Donc ça, c'est une représentation de Kekulé, si vous voulez. Avec des angles de 108 degrés. Hein. Ce sont des angles de 108 degrés. La chaîne, voilà, la chaîne, elle est là. D'ailleurs, on pourrait la dessiner sur GeoGebra. Hein. Cette chaîne-là est dessinable sur GeoGebra. Il faut la dessiner en 3D. Je peux dessiner ça sur GeoGebra sans aucun problème. Bon, mais il existe des logiciels tout faits qui vous font ça. Voilà. Là, on voit bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 carbones. 6 carbones, c'est un hexane. C'est un méthane qui est un hexane. Alors, on note que certains atomes ou certaines familles d'atomes par une abréviation X pour un halogène. Si X sera un halogène, hein, fluor, chlore, brome ou iode. M pour n'importe quel atome métallique, cuivre, voilà, ou autre, hein, bon, qui sont utilisés en chimie organique. Alors si il y a D, c'est pour deutérium et T pour tritium. Ça, ce sont les structures, on va dire, des groupes fonctionnels. On a le groupe fonctionnel acétate, etc. Bon, on a un cyclohexane ici, pour lequel on a de l'acétate dessus. Voilà, c'est la représentation de Kekulé, les groupements alkyles. Alors, R pour un alkyle et AR pour un aryl. Alors, un aryl, c'est par exemple le phénol, AROH, qui est une structure benzénique, aromatique, benzénique, avec un OH. Voilà. Vous avez l'aromatique. Alors, le benzène, on le reconnaît, hein, bon, faut étudier le benzène. C'est 3 doubles liaisons. Je vais rentrer dedans directement. Voilà, ça c'est une structure benzénique pour laquelle on a mis une fonction alcool. Donc c'est bien un AROH, AROH, c'est-à-dire qu'on a un aryl, voilà, et avec un aryl avec un hydroxyle. Hydroxyle c'est OH. Donc on a bien ici ce qu'on appelle un phénol. Le phénol, c'est un dérivé, voilà, benzénique d'alcool. Donc c'est de la famille des aromatiques, parce que les benzéniques, c'est les aromatiques. Et donc vous voyez que Kekulé, ben, on a une façon de représenter la Kekulé. Hein. Voilà, et les Kekulé permettent de donner, voilà, les doubliaisons. Hein. On voit les doubliaisons où elles sont. Par exemple, là-bas, à gauche, eh bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. C'est un ex. Et comme il y a une fonction, voilà, alcène, sur le carbone numéro 1, 2, 3, sur le 3, ben, on a un ex 3N. Alors si je prends la figure centrale, c'est aussi un alcène, toujours un ex, un hexane, mais on a la doubliaison sur le carbone numéro 1. Donc on a un ex 1N. Alors l'autre, il a trois liaisons, c'est un alcyne. Un alcyne. Bon, il est sur le carbone 1, 2, 3. Donc on aura un ex 3In. Voilà, et ça, voilà, ça c'est le benzène. Benzène, c'est ça. Alors, pourquoi le rond? Ben, c'est simplement pour vous dire qu'il y a une délocalisation constante, voilà, dans le composé organique des doubliaisons. La doubliaison, on ne sait pas où qu'elle est. Elle tourne. On a un effet, ce qu'on appelle un effet inductif. Bon, la doubliaison, à chaque fois, elle est changeante. Voilà, elle est changeante. Donc, ce qui veut dire qu'on ne sait pas où est la doubliaison. Donc, on a ce qu'on appelle une délocalisation. Voilà,
des électrons sur les 6 carbones, et donc on peut mettre par un rond. Ça veut dire que la double liaison, elle est tournante, on ne sait pas où qu'elle est. Il n'y a pas un endroit où elle est précise. Voilà. Et alors on a une deuxième représentation, mais la première est la meilleure, c'est avec le cercle. Avec le cercle. Voilà, et tout ça, bon, ouais, ça, ce sont les isomères. Je verrai tout ça. Et tout ça pour vous dire quoi? Euh, voilà, les familles. Les composés aliphatiques, ce sont les chaînes ouvertes. Donc ici, vous disent que ça comporte des squelettes carbonés linéaires ou cyclisés, composés alicycliques. Oui, bon, si c'est cyclique, c'est alicyclique. S'il est ouvert, c'est aliphatique. Voilà. Donc, quand ils vous disent fermé, c'est pas des aromatiques, hein. C'est pas le style benzène avec un cercle ou les trois doubles liaisons que vous avez vu tout à l'heure. C'est pas un benzène, c'est pas un aromatique. Voilà, c'est les alicycliques. Je pense à cyclohexane, cyclopentane, cyclobutane, etc. On peut avoir aussi du cyclohexane, hein, cyclopentane, cyclohexane, etc. Donc, composés hydrocarbonés, hydrocarbures, on a les alcanes, cycloalcanes, alcènes, alcène, alcine et alène. Alors, les alènes, ils sont reliés au moyen de deux doubles liaisons. Et cette indienne, en fait, cette indienne, où les doubles liaisons sont consécutives, elles se suivent. Bon, l'alène, voilà, ça se suit. Ça se suit. Alors, les composés, ça, ce sont les composés hydrocarbonés. Si on a des composés oxygénés, on a les alcools. Alors, on a les alcools allyliques, homoallyliques, les éthers, les époxydes, les oxymes, les acétals, comme les hémicétals, les acétals, les hémiacétals, les cétones alpha, bêta insaturés, les énols, les aldéhydes, les acides carboxyliques et leurs dérivés, esters, amides, halogénures d'acide, halogénures d'acide, les anhydrides, les cétaines, les isocyanates, les orthoesters et les glucides. On a les composés azotés tels que les amines, les imines, les énamines, les nitriles, les isonitriles, les amides, les lactames, les isocyanates, les oxymes, les azotures, triazènes, les composés halogénés, hydrocarbures halogénés, halogénures d'acyle, les composés phosphorés, phosphine, phosphite, phosphate et phosphonates. Les composés aromatiques doivent répondre à trois critères, donc être une molécule cyclique, avoir un système conjugué type pi sigma pi ou p sigma pi. Alors pi c'est une liaison double, hein. Sigma c'est une liaison simple, et p c'est un doublé non liant. Et doit respecter bien sûr la règle de Huckel. On a les composés benzéniques, voilà, tels que les benzènes et ses dérivés phénol, amines aromatiques, etc. Les benzoïdes, benzènes polycycliques, les fullerènes, on a les hétérocycliques, pyridine, furane, thiophène, pyrrole, porphyrine, chlorine. Voilà, on peut également citer les composés issus d'autres branches reliées à la chimie organique. On a les polymères, composés organométalliques, les illures de phosphore, voilà, et les bases fortes et très fortes, hein, avec des pK compris entre 15,5 et 60, hydrure, amidure, alcoolate et organolyciens. Voilà. Et donc la chimie organique, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Et tout ça, ça s'étudie en chimie organique. Ça s'étudie en chimie organique, les fonctions, etc. Les fonctions ainsi que les réactions chimiques. Les fonctions ainsi que les réactions chimiques. Et leur structure, bien sûr, et leurs propriétés. Je vous remercie.